Arriver à faire juger Hissène Habré, c'est un tournant pour l'Afrique en matière de justice. L'Afrique prend ses responsabilités par rapport à ses propres fils qui massacrent leur peuple. Avant de mourir, je veux regarder Hissène Habré. Ouais. J'aurais atteint mon objectif. Je n'aurais pas lutté pendant 25 ans gratuitement. Je suis aujourd'hui à Dakar pour témoigner devant Hissène Habré pourquoi il m'a arrêté. C'est ce résultat-là qui me donnera raison que je n'ai pas été un fou. Nous étions un groupe qui avions décidé qu'on ne lâcherait jamais. Nous allions nous battre jusqu'à ce qu'Hissène Habré meure ou soit traduit en justice. Je vous prie de vous asseoir. C'est la partie civile qui a la parole. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense émotion que je me lève à cet instant, au nom de 4445 victimes que nous représentons depuis plus de 15 ans. Cette émotion qui me noue, c'est celle qui est portée par l'honneur exceptionnel d'être la mandataire avec mes confrères de ces milliers de victimes de crimes de sang terribles, d'être la porte-voix des sans-voix, des disparus, des morts, des suppliciés, de tous ceux qui, à cause des crimes d'Hissène Habré, ne pourront jamais venir témoigner devant vous. J'appelle Monsieur Hissène Habré au prétoire. Hissène Habré ne prononcera pas une parole durant les 8 mois d'audience de ce procès. Pas un regard non plus pour la centaine de victimes qui, jour après jour, viendront témoigner à la barre. Le silence buté d'un dictateur qui nie la légitimité de la cour et récuse ses avocats. Lorsque les policiers l'appréhendent dans sa villa de la capitale sénégalaise, Hissène Habré vivait libre depuis 23 ans, malgré un mandat d'arrêt international à son encontre. En exil au Sénégal depuis la chute de son régime en 1990, plus grand monde ne croyait à son arrestation. On était d'une naïveté qu'aujourd'hui, j'en ris. Parce que pour nous, on avait la base légale qu'il fallait. C'était la convention contre la convention contre la torture. Toutes les conditions étaient réunies pour poursuivre Hissène Habré sans me dire qu'il s'agit d'un ex-chef d'État africain. Et que l'Union africaine n'est rien d'autre qu'un syndicat des chefs d'État africains. Et qui se couvre. Quand on dit syndicat, il se couvre. Tous les éléments d'accusation contre Hissène Habré étaient réunis depuis 15 ans grâce au combat des victimes épaulé par l'activiste Reed Brody. Surnommé le chasseur de dictateurs, il a enquêté sur la sinistre police politique d'Hissène Habré, la DDS, un service chargé de lutter contre les opposants supposés ou réels du régime. C'est dans les locaux abandonnés de la DDS que Reed Brody a fait une découverte majeure. Nous sommes entrés dans le bâtiment, et là, pièce après pièce, jusqu'aux chevilles, il y avait des dizaines de milliers de documents. Ces documents n'avaient pas été touchés depuis 7 ou 8 ans. Ils étaient juste là, éparpillés sur le sol. Nous en avons ramassé et nous avons réalisé qu'il s'agissait en fait des fichiers de la police politique d'Hissène Habré. C'est un trésor ici, c'est un véritable trésor pour nous ici.
Il y avait des comptes rendus d'espionnage et des listes journalières de personnes qui étaient mortes en prison. Il y avait tout ce qu'il fallait pour bâtir un dossier judiciaire. Président, vous voudriez bien amener des cartons? Oui. Et on va mettre tout ça à votre disposition. L'association des victimes a passé 6 mois à classer tous ces documents et nous les avons mis dans une base de données. Nous avons pu ainsi comptabiliser les noms de 1208 personnes qui sont mortes en détention et de 12 341 victimes d'arrestations arbitraires et de torture. La DDS, c'est une grande direction, avec des milliers d'agents, mais qui est supervisée, dirigée directement par Habré. Les crimes commis par le régime de Hissène Habré ne sont pas une fiction ou une simple légende. La DDS, c'est l'affaire de Habré en personne. C'est sa chose à lui. D'après les témoignages, d'après les documents que nous avons reçus à la DDS, la commission a estimé le nombre de personnes mortes à 40 000 victimes. L'intime conviction de la commission, et c'est un chiffre minimum, un minimum. J'ai été choisi pour faire partie des Fossoyeurs. Tout le monde me connaît sous le nom de Monsieur le Fossoyeur. La plaine de Mori, c'est le lieu où mes collègues et moi, parce que nous étions 5, avions enterré de nuit comme de jour des milliers de nos collègues victimes. À chaque fois que j'arrive ici, c'est tous les films de comment nous venions ici, comment nous enterrions les prisonniers, et ça crée en moi une grande émotion. Mais je me dis, tel que c'est parti, dans 10 ans, est-ce qu'on parlera encore de la plaine de mort, tellement que les maisons poussent comme des champions ici? J'ai été arrêté le 12 juillet 1985 à N'Djamena. 2 hommes qui viennent de nuit, sous une petite pluie, qu'ils avaient 2 petites questions qui ne vont que durer 5 à 10 minutes. Et je vous surprends, les 10-15 minutes ont duré 4 ans. Des gens sans aucune considération humaine qui sont enterrés sans le respect des morts. Des gens qu'on balance dans le trou comme si c'était un tronc d'arbre. Des gens qui ne bénéficient pas d'un linceul. Mais Hissène Habré doit être jugé. Sinon, on aura fait un tort à l'histoire. Comment Hissène Habré est-il devenu ce dictateur sanguinaire? À défaut d'explication de sa part, il faut se plonger dans une autre histoire, loin du tribunal de Dakar. Une histoire qui débute en 1975, dans un pays grand comme 2 fois la France, le Tchad. Un territoire en majorité désertique, enclavé entre 6 pays. Une ancienne colonie française. Le Tchad, c'est le produit d'une décolonisation ratée et vraiment catastrophique. Le régime en place, dont le président était François Tombalbaye, envoyait ses troupes, soutenues par les troupes françaises, bombarder les palmeraies, brûler les palmeraies, humilier les gens, mettre les gens nus sur la place publique. Et puis il y avait énormément d'arrestations.
Hissène Habré, ancien étudiant de Sciences Po de 33 ans, mène une rébellion contre ce pouvoir qu'il estime à la botte de la France. Depuis la région désertique du Tibesti, il rallie à lui les populations locales par son discours nationaliste. Hissène Habré est conscient du rôle et de l'image qu'il renvoie. Il coiffe une casquette cubaine, qui rappelle quand même la révolution castriste. Il a quand même des Ray-Ban, lunettes de marque à la mode, un uniforme extrêmement bien taillé, avec un colt posé au côté, pour quand même rappeler que c'est d'abord un chef de guerre. Tchadien, Tchadiens, Tchadiennes, les frères, les sœurs, grands et petits, je vous salue. C'est la révolution. Combattant de la liberté. On a vraiment affaire à quelqu'un qui s'est soigné son image de chef rebelle et qui a conscience, c'est là la nouvelle génération de ces révolutionnaires, il a conscience que la guerre se gagne aussi par les images. Son grand coup de génie, c'est de procéder à l'enlèvement de Françoise Claustre. Il sait que la médiatisation de cet enlèvement est un levier extraordinaire. Il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, que notre compatriote a été arrêté par les rebelles du Tibesti. Je souhaite que l'on sache que ce sont les dirigeants de la rébellion du Tibesti qui, au mépris des lois humaines, continuent de détenir notre compatriote. L'archéologue Françoise Claustre, première otage française en Afrique, restera prisonnière dans le désert du Tibesti pendant 33 mois. Hissène Habré, à terme, obtiendra quand même ce qu'il veut, c'est-à-dire des uniformes, des armements, c'est-à-dire qu'il va monter en gamme avec la médiatisation de ce kidnapping. Après des années de chaos au Tchad, où s'affrontent de multiples factions rebelles, Hissène Habré entre à N'Djamena en vainqueur en juin 1982. Le révolutionnaire s'autoproclame président. Ce jeune chef d'État doit faire face, dès son arrivée au pouvoir, aux menaces de son voisin, la Libye. Le colonel Mouammar Kadhafi veut annexer le Tchad. Lui aussi est un révolutionnaire ambitieux, mais bien plus puissant grâce à l'argent du pétrole. Au nom de ses rêves panafricanistes, il occupe la bande d'Aouzou, un territoire limitrophe de la Libye, et il arme une rébellion contre Hissène Habré. Ce que la Libye est en train de faire porte atteinte à l'existence du Tchad, à son intégrité territoriale, à sa dignité. Au Tchad, mais aussi partout dans le monde, Kadhafi menace les intérêts de l'Occident. Il soutient des mouvements révolutionnaires, finance le terrorisme international. Dans ce contexte, Hissène Habré devient l'homme qu'il faut soutenir à tout prix. Hissène Habré, président de la République du Tchad. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. We can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. Quand le président Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, nous avons reçu l'instruction de tout faire pour stopper les activités de la Libye. Au départ, l'Amérique n'avait rien contre Kadhafi. Mais il faisait tout pour fomenter des révolutions. Donc, dans ce contexte, le Tchad est devenu une zone importante pour nous. Les Américains ont décidé qu'ils allaient soutenir Hissène Habré. Les États-Unis s'en foutaient du Tchad. Mais ils avaient un très grand intérêt à ruiner les ambitions du colonel Kadhafi.
On a donné aux Tchadiens ce dont ils avaient besoin. Les soldats tchadiens, c'était plutôt on vise et on tire. Il fallait que ça soit plutôt simple. Ça faisait partie de mon travail de coordonner tout ça. On ne livrait pas les armes à l'aéroport au milieu de la journée. C'était livré la nuit, quand il n'y avait personne autour. On ne rendait pas compte à la presse et au Congrès qu'on était engagé dans une opération secrète. Les États-Unis arment le régime d'Hissène Habré. La France, elle, hésite. Le socialiste François Mitterrand souhaite une nouvelle politique africaine, moins interventionniste, plus progressiste. Il est ouvert au dialogue avec Kadhafi. Kadhafi nous a prévenus qu'il voulait une relation personnelle, directe, entre lui et le président Mitterrand. J'ai donc pris un avion, Paris-Tripoli. La scène était du reste assez cocasse, parce qu'il m'a laissé dans une pièce seul, mais seul, 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que je vois sortir de derrière un pilier? Kadhafi. J'ai dit voilà, nous allons, entre nous, vous et moi, décider d'une frontière. Vous allez venir jusque-là. Et nous protégerons ce qu'on appelait le Tchad utile. C'est-à-dire qu'on protégerait, si vous allez au-delà, c'est la guerre. Mouammar Kadhafi s'engage à ne pas dépasser le 16e parallèle, une frontière symbolique qui sépare les troupes pro-libyennes du régime d'Hissène Habré. On veut bien parler avec vous, mais à nos conditions, et si ça ne marche pas, eh bien alors ce sera l'affrontement. Mes collègues et moi-même, à Washington, savions que certains éléments du gouvernement français étaient tentés d'essayer de travailler avec Kadhafi. Notre message était le suivant: quand vous soupez avec le diable, prenez une longue cuillère. En 2 ans, le président Habré s'est imposé sur la scène internationale. Sur le plan intérieur, son régime procède au premier massacre dans le sud du pays. Pour les besoins du procès, l'avocate Jacqueline Moudeina revient dans cette région où des rebelles armés surnommés les Kodo s'opposaient au régime et souhaitaient faire sécession. Le gouvernement leur a donné rendez-vous à la ferme de Delhi. C'est une ferme expérimentale. Ils devaient se retrouver là pour organiser la séance de réconciliation, la remise des armes, pour permettre aux Kodo de rallier l'armée nationale. Dans ce lieu isolé, l'armée d'Hissène Habré a tendu un guet-apens aux rebelles Kodo. La première fois que j'ai mis pied ici, en 2000, exactement en février, le gardien, qui était témoin oculaire, m'a fait promener dans les arbres. On a vu les ossements un peu partout. À 10h45, un véhicule plein de militaires s'amène. Selon les premiers témoins, ils nous ont dit qu'il y a environ 710 personnes. Ils nous ont dit que la ferme était bondée. Les militaires ont ouvert feu sur tout ce qui bougeait. La cour de la ferme a été tapissée de cadavres. Et ces cadavres ont été enterrés un peu partout ici. Et il y en a même qui vous disent que toute la ferme, c'est que des cadavres. Nous sommes arrivés à la ferme avec les juges d'instruction et des témoins qui nous ont montré les lieux, les endroits où ces corps ont été inhumés. Au secteur C, là où il y a la fosse commune, nous avons trouvé 9 cadavres. Ce n'est donc pas toute la superficie de la ferme qui a été excavée. Nous n'avions pas assez de temps. Pour examiner l'ensemble de la propriété, il aurait fallu des mois. Cette ferme, c'est l'un des symboles des massacres du Sud
dont la période a été appelée Septembre noir. 84 Septembre noir. Il y a des villages tout entiers qui étaient brûlés. Les militaires ont trouvé des gens dans des églises en train de prier. Ils ont massacré ces gens, ils ont brûlé ces gens dans leur église en train de prier. C'était un véritable massacre en 84. 30 ans plus tard, le sud du Tchad n'a pas oublié les expéditions punitives de l'armée contre la population civile, soupçonnée de soutenir les rebelles. Les militaires ils nous ont réunis pour nous exécuter. Ils nous ont dit que nous sommes des codos et ils ont tiré. Ils ont tiré, donc sur le champ, il y avait 68 morts. Et j'étais blessé au doigt et puis à la cuisse. On nous a torturés, tapés. Vous voyez même mes dents. Ce sont les coups de crosse et là ma mâchoire. Vous voyez, mon genou, il est là. Vous ne pouvez pas vous approcher, même de votre femme, vous ne pouvez pas avoir confiance. Vos enfants également peuvent vous dénoncer et puis vont vous tuer, ça c'est sûr. L'armée d'Hissène Habré tue et réprime dans le sud. Mais le monde tourne son regard vers le nord. Kadhafi a violé l'accord tacite passé avec la France. Les troupes pro-libyennes ont franchi la frontière symbolique du 16e parallèle. Elles avancent sur la capitale tchadienne. Face à ce que le régime de Tripoli est en train de faire, nous avons demandé et nous insistons pour que la France participe à nos côtés pour repousser l'agression extérieure. Mitterrand était très soucieux de ne pas s'engager au Tchad, mais il ne pouvait pas y échapper. Il ne pouvait pas échapper à la réalité. L'opération Manta a commencé. Plus de 300 bérets rouges de l'infanterie de marine attendus à N'Djamena, une opération militaire baptisée Manta que Paris a décidé de lancer devant l'aggravation des combats au nord du pays, dans la région de Faya-Largeau. Hissène Habré a obtenu ce qu'il voulait, le soutien de l'armée française. Kadhafi s'incline et signe un accord avec François Mitterrand. Il s'engage à retirer ses troupes du Tchad. À partir du moment où Hissène Habré est devenu un chef stratégique, dans un pays qui était stratégique, on a eu tendance à le laisser faire. La position dans laquelle il se trouvait était tellement importante pour les Français, mais aussi pour les Américains. On lui laissait la carte blanche, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qu'il fait dans son pays. À partir du moment où on lui dit « on te demande simplement de tenir le pays et tu fais ce que tu veux », comment voulez-vous qu'il n'en abuse pas? Merci infiniment. Merci. Hissène Habré est désormais surnommé le Lion de l'UNIR, son parti politique. Des milliers de Tchadiens sont victimes de la férocité de son régime. Au cours de nos enquêtes, nous avons découvert 7 centres de détention, rien qu'à N'Djamena. Vous avez la plus horrible, la prison Piscine, la prison de la brigade spéciale Bissir, la présidence, la gendarmerie, le camp des martyrs. Comme disait un ancien détenu, N'Djamena n'était qu'une grande prison. Les motifs mentionnés par la police politique de Habré lui-même, c'est des motifs futiles, insignifiants. Objim Pascal a été arrêté pour raisons politiques. Commerçant soupçonné, complice des traîtres. Mamat Yacoub a été arrêté pour raisons politiques. Élément subversif. Arrêté pour avoir insulté le président dans un délit de boisson. Accusé, agent de liaison ennemie. 4 femmes qui voulaient traverser clandestinement par le Cameroun. Arrêté pour avoir écrit sur la photo du président.
Ici, ce sont les cuillères en bois que moi-même j'ai fabriquées en les grattant sur des cailloux, sur des morceaux de ciment. Ça, c'est la queue du bœuf, c'est ce que j'utilisais pour chasser les moustiques dans la cellule. Quand je prends ces choses, je sais dans quel coin de la prison, de la gendarmerie, je m'asseyais pour les fabriquer et comment je les fabriquais, et je me rappelle automatiquement. C'était une petite prison où on était 40 quelques, mais imagine, les gens mouraient 2-3 personnes par jour. On n'avait pas de nourriture pour constituer des anticorps, ni avoir des vitamines pour maintenir le corps. Tout le monde était voué vraiment à mourir. Monsieur le Président, cette petite cellule qui fait 2,40 mètres cubes, je vous assure, on m'a mis dedans comme 8e personne. Pour sauver nos jambes, puisqu'on était toujours comme ça, les jambes comme ça, donc pour sauver nos jambes, il est question que je me colle au mur et je permets mon co-détenu qui est en face de moi à se pousser un peu vers moi. Je prends sa jambe droite sur mon épaule gauche, sa jambe gauche sur mon épaule droite, et puis ça lui permet de fermer un peu les yeux. Le temps que je me fatigue, je le tape sur la jambe, il reprend ma position et il prend de même mes jambes. J'ai vu ma première nourriture le 3e jour. J'ai essayé de manger ce riz, mais je n'ai pas pu le toucher avec mes dents. C'est comme si c'était le sable qui dominait sur le riz. Franchement, vous les donnez aux animaux, ils ne vont pas les manger. Ça, je vous assure. Donc, c'était aussi la cause de nos maladies. J'étais atteint d'édème, de malaria et même l'hépatite. J'avais toutes les maladies et je devais mourir. C'est les camarades qui me disent, mais Suleiman, de 5h à 5h15, tu ne respirais plus. Et à 3 reprises, je ne pouvais plus respirer. Beaucoup meurent par épuisement physique. 1 semaine, 2 semaines après, ils attrapent des maladies. Certains perdent leurs dents et puis attrapent des diarrhées. Ils s'éteignent. D'autres sont enlevés la nuit pour être exécutés. En 1982, quand Hissène Habré a pris le pouvoir en N'Djamena, j'ai intégré la DDS en décembre 1982. Vous avez été nommé 4 fois par M. Hissène Habré. Est-ce exact? Oui. Tantôt, vous avez procédé à des arrestations et vous faisiez également des auditions. Oui. Quand on arrêtait les gens, on les amenait directement, il faut les interroger. Donc les interrogatoires étaient musclés. Donc les gens pleuraient, les gens... voilà. Donc voilà, c'était effectivement des séances qui sont insoutenables, voilà, inhumaines, effectivement. Aujourd'hui que vous avez l'opportunité de dire la vérité pour la postérité, avez-vous les mains tachées de sang? J'ai arrêté des gens, j'ai auditionné des gens, mais je n'ai pas torturé des gens. J'ai vu les gens torturés. J'ai entendu des cris des gens qui sont torturés. Monsieur Bandim, j'ai beaucoup de respect, évidemment, pour votre personne, mais nous avons un problème de conscience également en tant qu'avocat. Et je dois dire que des victimes qui sont nos clients ont affirmé avoir été torturées par monsieur Bandim Bandiou.
j'étais là quand on torturait les gens et que je ne faisais rien, j'ai quand même... c'est un silence qui... c'est non-assistance à personne en danger. Ce que j'ai fait a troublé ma conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire là maintenant, Hissène Habré? Tout ce que je lui demande aussi, de parler. Parce que le Tchad a besoin de ça. Nous avons besoin de se réconcilier, de tourner la page. Parce que beaucoup de Tchadiens ont souffert. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux victimes, aux parties civiles tchadiennes et au-delà à votre famille? À tous ceux que j'ai, par mon travail, couvert des atrocités, je leur demande pardon. Ce pardon n'est pas suffisant, je le sais. Mais au moins, je le dis publiquement, que je demande pardon. Voilà. Comme au Rwanda, comme en Chili, partout ailleurs où il y a eu des massacres, on a érigé des lieux de mémoire. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis trop peiné. Mais aujourd'hui, les Américains et les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne sont au courant de rien. À côté des locaux de détention, vous avez la résidence de l'ambassadeur de la France. Et en face de la DDS, vous avez, n'est-ce pas, l'USAID, qui est, n'est-ce pas, une structure des Américains. Et d'ailleurs, lorsque nous convoyons les corps vers Amralgos, nous rencontrions, n'est-ce pas, des colonnes de militaires français qui, quelquefois, nous surveillaient avec des hélicos, etc. Et je me dis, il ne peut pas aujourd'hui dire qu'ils ne sont au courant de rien. L'un des tout premiers documents que nous avons identifiés était un compte-rendu de formation aux États-Unis pour plusieurs agents de la DDS, dont notamment des agents qui ont été par la suite listés comme les bourreaux les plus craints du Tchad. On peut voir dans le registre d'entrée de la DDS l'agent de liaison américain rattaché à la DDS qui entrait et sortait. C'est donc vraiment difficile de croire que les États-Unis ne savaient pas ce qui se passait. La CIA donnait de l'argent. Chaque fin de mois, il y avait des enveloppes un fonds, ce qu'on appelle un fonds de fonctionnement. Bien sûr, nous savions qu'il y avait des violations des droits de l'homme au Tchad. Ce n'était pas une question pour nous. Comme je l'ai déjà dit, on était concentrés sur la Libye. Bien sûr, nous avons souvent aidé des gens qui ne sont pas très fréquentables quand ça nous arrange. Mais nous ne regrettons rien. Et oui, c'est la réelle politique. Vous savez, la politique internationale, c'est très souvent comme ça, c'est un peu de cynisme. On savait bien que ce n'était pas un régime démocratique. Au milieu des années 80, Kadhafi n'a toujours pas retiré ses troupes du nord du Tchad. Il ne respecte pas les accords passés avec François Mitterrand. Le ton monte entre la Libye et la France. Pas de forces étrangères au Tchad. Le respect de cet accord est la règle d'or du retour à la paix. La France est entièrement engagée par le respect de cet accord dès lors qu'il serait respecté d'autre part. Près de la ville de Wadi-Doum, les Libyens construisent une piste de plus de 3 km afin d'acheminer des armes et mener une nouvelle offensive sur le pays. Roland Dumas repart rencontrer Kadhafi pour lui faire entendre raison. Kadhafi le reçoit dans sa tente le soir, solennel, en plein désert.
J'ai dit, voilà, colonel, vous faites une piste très longue, et quelle est son utilité? Il m'avait dit, mais c'est pour ravitailler en médicaments et en vivres les populations qui souffrent du sud du Tchad, etc. J'ai dit, écoutez, mais on ne fait pas pour ça une piste de plusieurs kilomètres. Vous voulez en réalité faire une piste pour faire atterrir des avions long courrier, donc vous voulez continuer sur l'Afrique. Et ça, nous ne le tolérons pas. Et que si vous continuez les travaux, nous allons détruire votre piste, la piste de Wadi Doum. Mais vous n'oserez pas. L'aviation française a bombardé ce matin un aérodrome au nord du Tchad. C'est un avertissement au colonel Kadhafi. La France s'engage à nouveau aux côtés d'Hissène Habré avec l'opération Épervier. On a montré à un moment à Kadhafi que si vous voulez jouer au plus malin, c'est pas lui qui allait gagner. Français et Américains sont désormais sur la même position. Il faut stopper l'avancée libyenne qui menace la stabilité de la région. Les Libyens étaient très bien équipés, car la Libye avait l'argent du pétrole. Et l'Union soviétique, à cette époque-là, leur fournissait pas mal d'équipements. Hissène Habré en jouait, et il avait un bon dossier à défendre. Alors nous lui avons fourni 10 missiles Stinger, sous un contrôle très strict. Il savait ce qu'il voulait, nous l'avions. Il a eu ce qu'il voulait de nous. Cet équipement moderne permet à Hissène Habré de se lancer à l'assaut des forces pro-libyennes dans une bataille aux confins du désert, surnommée la guerre des Toyotas. Les Toyotas vont fondre sur les cibles en véritable raid de cavalerie. On a remplacé le chameau par des Toyotas, mais surtout on est passé à une force de frappe beaucoup plus rapide. C'était une grande bataille. Il y avait des éléments étrangers qui étaient là quand même. Hein. Nous-mêmes, on avait habillé un certain nombre de nos militaires en tchadiens. Les Américains ont fait de même. La guerre des Toyotas s'achève sur la prise de Wadi Doum, le bastion du colonel Kadhafi au Tchad. Hissène Habré, au final, a détruit le corps armé libyen et a tué des milliers de militaires libyens. Ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu une véritable coopération franco-américaine. J'espère que vous vous rendez bien compte de ce que les Tchadiens ont accompli militairement pour se défendre et sauver leur pays. Dans tous les cas, cela aboutit à l'invitation du président Habré à la Maison-Blanche. Il était très content d'être là. Il a déjeuné avec le président Reagan. Ils ont eu une longue conversation. President Habré and I are convinced that the relationship between our countries will continue to be strong and productive. It was an honor and a great pleasure to have had him here as our guest. Thank you. Monsieur le Président, le Tchad, comme les États-Unis, chérit au plus haut point la paix, la liberté, la justice et la protection des droits de l'homme et des peuples. Hissène Habré est le 4e dictateur poursuivi pour crimes contre l'humanité qui a été soutenu par l'administration Reagan. Vous avez Augusto Pinochet au Chili, vous avez Hissène Habré au Tchad, Duvalier à Haïti et Rios Monte au Guatemala. Après 7 ans au pouvoir, c'est un homme obsédé par l'ennemi intérieur qui règne sur le Tchad. En 1989, la paranoïa d'Hissène Habré n'a plus de limite lorsque son ancien chef d'état-major, Idriss Déby, prend la tête d'une rébellion. Tous les hommes de l'ethnie d'Idriss Déby, les Agawa, deviennent des cibles. À Djamena, ils sont détenus à la piscine, une prison emblématique d'un pays plongé dans l'horreur. On l'appelait piscine parce que réellement, elle était une piscine.
C'est un mess des officiers français au temps de la colonisation. Par la suite, lorsque Habré était venu, la piscine a été transformée. On a construit une chape au-dessus. C'est comme un trou, vous descendez et en bas, il y a des cellules. Longueur 3,13 m, largeur 3,2 m, hauteur 4,70 m, avec ces petites fenêtres qui ne donnent pas suffisamment de l'air pour les détenus. C'est un mouroir. Oui, à l'époque, on m'a arrêté le 9 septembre 1989. J'avais jour pour jour 14 ans et 5 mois. On m'a arrêté parce que je suis d'abord Zakawa. Dans la cellule 11, on était environ, je crois, plus de 100. D'environ 4 jours, je constatais qu'on était resté 23 personnes. Et j'étais le plus jeune. On me disait que si tu n'arrives pas à l'expirer, fais ton mieux de coucher au ventre des morts parce qu'il est un peu frais. Il a l'air un peu frais comme quelqu'un qui est mort au niveau du ventre. Je suis resté environ 1 mois où j'ai côtoyé des morts. Vous avez été transféré à la prison de Hissène Habré. Ce sont vos déclarations. Exact, madame. On m'a amené directement à la prison de la présidence. La présidence, c'est à moins de 150 mètres de la résidence d'Hissène Habré. Un soir, Niamouda m'avait dit, regardez en haut mon fils là-bas. J'ai regardé, au toit de la maison, il y a une étage en face à moins de 150 mètres. Je voyais, je peux dire que c'est la première fois que je vois Hissène Habré à tel proche. Il est en train de fumer son cigarette au-dessus de ce bâtiment. À la même période, 2 attentats terroristes frappent les Occidentaux. Des avions de ligne explosent en vol, l'un à Lockerbie en Écosse, l'autre en plein désert. Ils portent la signature du colonel Kadhafi. Les États-Unis veulent désormais éliminer physiquement le guide libyen. Hissène Habré leur ouvre les portes de son pays pour réaliser cet objectif. À quelques kilomètres de N'Djamena, la CIA dispose d'un camp secret où elle entraîne d'anciens prisonniers libyens. À l'issue d'un bref reportage au Tchad, je prends ma voiture, je pars en brousse, je m'égare dans les traces, j'arrête la voiture, et là, au loin, mais pas très loin, je vois des types qui chantent en courant au pas cadencé, comme les Marines américains. Non, 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 non. Je regarde, je suis quand même surpris, c'est pas le genre des Tchadiens. Je vois des types qui ont la peau claire, qui sont en t-shirt, en treillis, en rangers. Quand je rentre à N'Djamena, j'en parle à des Américains qui sont très gênés et qui me disent, ben oui, effectivement, avec Hissène Habré, on a retourné des prisonniers libyens pour mener des commandos anti-Kadhafi. C'était une opération de la CIA, une opération secrète. L'objectif était d'infiltrer la Libye avec des Libyens qui pourraient attaquer les installations libyennes. C'est Reagan, ça c'est des histoires à la Reagan. Habré a fait 2-3 000 prisonniers dans la guerre contre Kadhafi. Ces 2-3 000 prisonniers, on les a mis dans des camps, on les a quasiment donnés aux Américains et ils en ont fait une force hyper armée pour aller foutre la raclée un jour à Kadhafi. Les Américains ne nous en parlent pas du tout. Comment vous le savez? On le sait parce qu'on a du monde quand même, hein. La France n'apprécie guère que les États-Unis s'invitent dans son précaré africain.
le directeur de la DGSE part au Tchad rencontrer Hissène Habré. Monsieur Hissène Habré me reçoit avec une demi-heure de retard. La tension est montée. Et quand je sors, je sais pratiquement déjà que je vais essayer de le sortir. Parce qu'il a voulu me faire sentir qu'il n'avait plus besoin de nous. Qu'il n'avait plus besoin de la France, d'ailleurs, et qu'il avait une autre alliance à côté, sans qu'il ne l'ait jamais dit, qu'il avait une autre alliance à côté qui faisait qu'il pouvait se passer de nous. À partir de ce moment-là, il signe son arrêt. Si on laisse Hissène Habré faire son petit jeu tout seul, lancer une guerre contre Kadhafi, nous mettre le feu en Afrique, alors c'est foutu sur toute l'Afrique. La France a déjà son remplaçant. Idriss Déby, l'ancien chef d'état-major d'Hissène Habré, réfugié au Soudan. Lorsque ses troupes foncent sur N'Djamena, les militaires français resteront fusils aux pieds. Mes chers compatriotes, le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prisons politiques. Beaucoup ont fait les centres de détention pour chercher les leurs, quoi, après la fuite d'Habré. Mais ils ont tout fait qu'il n'y a rien. Il y a rien. À part les quelques rescapés qui pouvaient à peine marcher, il n'y a personne. On était des squelettes vivants, à peine on marchait, et comme c'était la libération. Il y a même des camarades qu'on les a soulevés pour le marché terrible. Il a fallu encore 6 mois, 7 mois pour qu'on se rétablisse. Que étions-nous à la sortie de la prison? Des locks. Vous ne savez pas, vous qui êtes en ville, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Cette ville n'a que des prisons. Bras et pieds attachés par derrière. Ça, c'est le supplice des baguettes. Idriss Déby nomme le magistrat Mamat Hassan Abakar à la tête d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les crimes commis sous le régime d'Hissène Habré. Il recueille les témoignages des victimes, met à jour de nombreux charniers. Parmi les recommandations que nous avons faites, il faut que les gens qui ont commis ces atrocités doivent être poursuivis et jugés. Bon, les autorités n'ont pas jugé utile de lui donner suite. Je pense que les relations d'Idriss Déby avec ce procès ont toujours été complexes. D'un côté, il a été le chef d'état-major d'Hissène Habré à l'un des pires moments de la répression. D'un autre côté, il a eu beaucoup d'amis, de membres de sa propre famille qui ont été tués par Hissène Habré. Quand vous êtes le président autocrate d'un pays et que de simples citoyens ont traduit en justice votre prédécesseur, c'est évidemment une situation inconfortable. C'est une victoire démocratique que vous ne voulez pas encourager. Je crois qu'il faut cette vérité pour pouvoir changer le cours des choses. Hier, on se fichait des personnes humaines. On ne peut pas développer un pays sans faire état des personnes. Le développement va avec l'humain. On ne peut pas dire, bon, ben, tant pis, on tue et puis on donne de l'argent, ça va développer. Mais on développe quoi? C'est le besoin de qui?
c'est de leur responsabilité. Moi, je crois que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ils ont instrumentalisé Habré, ils ont équipé Habré, mais c'est de leur responsabilité. Je me dis, lorsque Hissène Habré sera jugé et condamné, mais nous aurons affaire à ces puissances. Parce qu'ils ont contribué matériellement, financièrement, humainement à tuer des Tchadiens, à tuer des Africains. Ils doivent répondre de leurs actes. Qui se prépare? Je crois qu'ils vont nous rencontrer sur leur chemin.